Très bien. Alors, j'espère que vous avez consulté la première séance sur la plateforme. Non? Vous l'avez consulté? En tout cas, à chaque fois, pour tout le semestre, pour ce cours, à chaque fois, je vous dépose la présentation PowerPoint sur la plateforme, à consulter avant de venir ici, normalement. Et au cours de la semaine, j'enregistre la séance de la semaine que je vous dépose également sur la plateforme. Normalement, donc, la première séance en présentiel, vous êtes censé l'avoir consultée sur la plateforme. Elle a été déposée depuis hier. Okay. Ah, d'accord. En tout cas, on verra par la suite. En tout cas, aujourd'hui, je dois reprendre au niveau de là où je suis arrêté la dernière fois. Vous voyez? En tout cas, pour la première séance, elle est enregistrée. Vous l'aurez comme un enfant. Pas de souci. Hein. Mais maintenant, je vais commencer cette séance là où j'ai arrêté la dernière fois. Ok. En tout cas, bref, pour ce cours de dynamique de population, donc nous aurons étudié ensemble donc comment évoluent les populations animales dans le temps et dans l'espace, effectivement. Et par conséquent, nous avons à étudier principalement les variables d'état, les variables démographiques, et comment interagissent ces deux types de variables en fonction des conditions du milieu. Oui, effectivement. Donc, j'ai déjà entamé ces variables d'état. Nous avons, avec vos collègues, dans la première séance, comme vous allez voir, nous avons déjà abordé la première variable d'état, à savoir l'effectif, et nous avons abordé la deuxième variable d'état, à savoir la densité. Et nous nous sommes arrêtés au niveau de l'estimation de la densité d'une population animale dans la nature. En fait, pour estimer la densité d'une population animale, nous avons deux principales méthodes. Voilà. Une méthode exhaustive, c'est-à-dire précise, et une méthode par échantillonnage. D'accord? La méthode exhaustive, soi-disant, c'est pas faisable sur la nature, c'est difficile. Et la méthode la plus couramment utilisée, c'est la méthode par échantillonnage. Très bien. Ben, cette méthode par échantillonnage, là encore, vous pouvez l'aborder par trois méthodes, trois principales méthodes. Soit une méthode par échantillonnage direct, c'est-à-dire vous allez s'intéresser aux individus de la population. Ben, si les individus ne sont pas là, c'est-à-dire impossible de s'adresser directement aux animaux, vous allez s'adresser à leurs traces, c'est-à-dire aux traces de leur activité. Par exemple, le cas des oiseaux qui sont des animaux farouches, c'est-à-dire à approche difficile, vous ne pouvez pas les rapprocher. Donc, vous avez étudié leurs traces. Les traces des oiseaux qui laissaient l'ennemi. Ok? Voilà. Mais la méthode, donc, lorsque les individus de la population ne sont pas accessibles, la méthode la plus fréquemment utilisée et la plus précise, et la méthode que je vous conseille de bien donc, suivre et de bien maîtriser, c'est ce qu'on appelle la méthode de capture, marquage, rocature, et c'est ce qu'on va détailler. Voilà, donc la CMR, c'est quoi? En fait, c'est une méthode d'estimation de la densité d'une population animale dans la nature, effectivement. Et cette méthode, comme je viens de le préciser, est utilisée lorsque les individus ne sont pas tous accessibles. Et vous voulez avoir une idée sur la densité, c'est-à-dire sur le nombre d'individus par unité de surface ou bien de volume. Alors, cette méthode, en fait, consiste en plusieurs étapes. La première étape, lorsque vous envisagez d'utiliser la méthode capture, marquage, rocature, c'est déjà limiter votre superficie sur le terrain. Vous avez à limiter votre aire d'étude. Vous voulez étudier un secteur, peu n'importe, un milieu d'étude, une forêt, une steppe, peu n'importe. Donc, pour utiliser ces méthodes, la première étape, c'est limiter la surface de votre site d'étude. D'accord? Par exemple, limiter une surface qui fait par exemple quel hectares, on ne sait rien, 30 hectares, 20 hectares, 40 hectares, voilà, avec des limites nord, sud, est, ouest. Une fois limité donc cette aire d'étude, qu'est-ce qu'il vous manque à faire? Il fallait donc se rendre sur le terrain. Se rendre sur le terrain, pourquoi faire? Parce que vous avez à capturer et à marquer. Une fois votre surface illimitée,
Donc, vous vous rendez sur le terrain. Voilà, donc première campagne, ou bien première session donc, de terrain. Et sur le terrain, qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Vous avez à capturer les animaux. J'en sais rien. Par exemple, vous avez à suivre une espèce de tortue. C'est le cas normalement que nous aurions à étudier ensemble si tout va bien d'ici là. La tortue terrestre, effectivement. Donc, vous aurez à capturer les individus de votre espèce. Donc, une fois capturés, qu'est-ce que vous aurez à faire? Une fois capturés, vous aurez à les marquer. Exactement. On verra comment les marquer et quels sont les marqueurs utilisés. Ok? Donc, une fois capturé, je marque et je libère à l'endroit exact de capture. À la fin de la journée, je rentre au laboratoire. Je rentre là du terrain et j'attends quelques jours. Voilà, la deuxième étape. Donc, après marquage sur le terrain et libération à l'endroit exact, tout ça, vous l'avez sur la plateforme. Vous n'aurez maintenant qu'à suivre. Vous l'avez qu'à suivre et à poser des questions si vous avez des choses non claires ou si vous avez quelque chose que l'on peut comprendre. Sinon, la présentation et cet enregistrement audio, vous l'aurez sur la plateforme. D'accord? Très bien. Alors, troisième étape, donc, marquage sur le terrain, libération à l'endroit exact. Je rentre donc au laboratoire. Après, j'attends quelques semaines. Normalement, quelques jours, quelques semaines. Plus vous attendez, plus c'est très bien. Pourquoi attendre tout ça? C'est le temps que les animaux que vous avez marqués se dispersent d'une façon normale avec les populations non marquées. Parce que normalement, lorsque vous marquez un animal, vous le stressez. Il faut lui laisser le temps donc de se familiariser avec son marquage, de l'oublier et de reprendre une vie normale, soi-disant, avec les individus non marqués. Normalement, nous, on utilise cette méthode. Normalement, une session, c'est 2 semaines. Normalement, on fait le terrain, la campagne, chaque 2 semaines. 1 mois, c'est très bien. Ça dépend de votre objectif. Ça dépend. S'il vous plaît, vous mettez votre avec. S'il vous plaît. Tout le monde met sa bavette, s'il vous plaît. Ok? Très bien. Donc, attendre quelques semaines. Voilà, généralement 2 semaines. Après 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Je fais notre campagne de terrain. Pourquoi faire? Pour continuer le marquage. Vous voyez? Effectivement. Donc, deuxième campagne, après 2 semaines, généralement. Voilà. Encore sur le terrain. Cette fois-ci, je capture des animaux. Voilà. Et parmi ces animaux que j'aurai à capturer, ça peut qu'il y aurait des animaux que j'avais marqués la première campagne, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'à chaque fois, votre but, c'est marquer le maximum d'animaux. Bon, après la première campagne, vous êtes maintenant en deuxième campagne, vous avez capturé des animaux. Et parmi ces animaux, vous aurez à identifier les individus que vous avez peut-être marqués la première fois. Ça va? Très bien. Alors, tous ces éléments, toutes ces données, à partir donc, de la deuxième campagne, effectivement, vous pouvez effectivement donc, commencer à avoir une idée sur la densité de votre population. Vous n'allez pas arrêter là. Il y a plusieurs séries, plusieurs sciences, plusieurs campagnes. Mais déjà à partir de la deuxième campagne, vous avez les éléments suivants. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le nombre d'individus de l'espèce, effectivement, de la population que vous suiviez. Ok? Donc c'est N. Vous cherchez un nombre, un effectif. Ok? C'est N. Très bien. T. Lors de la première campagne, vous avez marqué des individus. Ces individus, c'est grand T. T, c'est le nombre d'individus que vous avez capturés lors de la première campagne et que vous avez marqué, ok? Que vous avez marqué. C'est bon? T, grand T, c'est quoi? Le nombre d'individus que vous avez marqué la première campagne, que vous avez capturé, marqué et relâché. Très bien. Après 15 jours, voilà, vous êtes sur le terrain. Voilà. Là encore, vous capturez des animaux. Là encore, vous capturez des animaux. Petit n est le nombre d'individus capturés lors de la deuxième campagne. Et parmi ces n individus, ça peut qu'il y aurait des animaux que vous avez marqués la première fois. Ça va?
Ben, ces animaux marqués la première fois et que vous avez retrouvé la deuxième fois, c'est petit T. Ça va? Vous suivez? Très bien. Alors, sur la base donc, de toutes ces données, hein, vous pouvez avoir la formule n sur grand T est égal à petit n sur petit t. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Grand N. Hein, effectivement. Donc, grand N est égal à n, grand T sur petit t. Voilà. Donc, déjà, à partir de la deuxième campagne, vous pouvez commencer à calculer votre effectif. Mais ce n'est pas suffisant, hein, parce qu'il fallait faire plusieurs campagnes, sur plusieurs cycles, sur plusieurs années. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Voilà. Donc c'est un travail qui est fastidieux, mais qui est très très précis. Effectivement. Voilà. Donc n égale à nt, grand T sur petit t. Ben, vous aurez une bonne estimation. Hein, si t, c'est-à-dire les individus que vous avez capturés et marqués la première fois et que vous avez recapturé la deuxième fois, c'est leur nombre. Hein, dans la deuxième capture supérieure à 20, ça va, vous avez bien travaillé, vous avez marqué assez d'individus. Sinon, normalement, si t est inférieur à 0, hein, il fallait encore faire un effort. Et en attendant, la formule devient n égale t, n plus 1 sur t plus 1. Ça va? Voilà, donc déjà, à partir de ces éléments, donc, vous pouvez, effectivement, avec le temps, bien sûr, c'est à répéter dans le temps, effectivement. Donc, chaque campagne, donc, c'est 2 semaines, ce qui fait que vous aurez à faire le terrain 4 fois par mois, et chaque année. Vous voyez? Donc, c'est un suivi qui est, c'est travail, voilà, une thèse, par exemple, au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Mais ça peut continuer, parce que 3 ans, c'est le court terme. Hein, mais un suivi, normalement, ça peut étendre sur plusieurs années. Moyen terme, bien long terme. Par exemple, nous, on étudie une population de tortues qu'on aura l'occasion peut-être voilà, de voir avec vous sur le terrain depuis 2000. Ça fait bientôt 20 ans que nous suivions ceci. Et il y a plusieurs doctorants qui suivent, qui partent, qui arrivent, qui partent, qui soutiennent, qui partent, et le suivi continue. Effectivement, c'est un suivi à long terme. Très bien. Ok. Alors, maintenant, la question qu'on peut se demander, comment marquer hein, voilà, les individus d'une population? Voilà, cette méthode, vous voulez utiliser cette méthode, comment marquer les animaux? Autrement dit, quels sont les marqueurs les plus utilisés pour cette méthode? Ok, voilà. Alors, ben les marqueurs, en fait, il y en a plusieurs. Hein, et plusieurs marqueurs. Si vous avez plusieurs marqueurs, il fallait choisir le marqueur qui vous conviendra. Ben, ce choix, en fait, il fonctionne de plusieurs critères. Hein. Il y a des marqueurs qui sont très pertinents, très précis, mais qui sont trop chers. Donc, il fallait avoir un budget assez conséquent si vous voulez les utiliser. Bon, on verra, par exemple, l'exemple de ce type de marqueur. Donc, le coût, le prix, ça dépend du prix. OK. Ça dépend de la longévité aussi. Hein. La durée de vie d'un marqueur, sa durée de vie, et ça varie d'un marqueur à un autre. Ça dépend de votre objectif. Est-ce que vous voulez suivre votre population pour une courte durée, quelques mois, bien moyenne durée, plusieurs mois, plusieurs années, bien longue durée? Ben là encore, la longévité du marqueur. Il faut que le marqueur dure en fonction de votre objectif. Okay? Donc la longévité, là aussi. Quoi encore? La simplicité de mise en place. Voilà, effectivement. Il faut que votre marqueur soit facile à mettre hein, sur l'animal, à marquer l'animal. Il ne faut pas que l'animal maltraite l'animal, bien le faire souffrir, etc., etc. Donc la simplicité de mise en place, c'est un critère sur lequel vous êtes censé hein, voilà, de choisir votre marqueur. Après le marquage, hein, normalement, vous avez à lire aussi votre marqueur. Voilà, donc la simplicité de lecture de votre marqueur, hein, de loin, hein, effectivement pour ne pas déranger l'animal, etc. Voilà, donc là, les critères de choix. Donc en fonction de votre budget, en fonction de votre objectif, vous pouvez choisir le marqueur qui vous conviendra. Alors maintenant, quels sont les marqueurs utilisés? Quels sont ces marqueurs? Voilà, ben, ils sont là.
Ben, la peinture, voilà la peinture. Voilà, c'est facile, c'est moins cher, c'est très facile à avoir, à aborder sur tous les plans. Effectivement, coût, utilisation, lecture, par exemple. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le bagage. Là, ça dépend du groupe zoologique. Ah, voilà, le bagage, ce sont des balles. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, le groupe zoologique auquel on applique ces marqueurs, c'est les oiseaux, on verra ça. Puis la mutilation, voilà, couper une partie des orteils, bien des phalanges. Je vais détailler tout ça. Encore l'incision, c'est la méthode qu'on aura peut-être l'occasion de faire avec vous sur le terrain. On est sur la tortue, au niveau des écailles, on fait une petite encoche, une incision. Et si vous êtes riche, si vous avez de l'argent, la méthode maintenant la plus fréquemment utilisée, la plus pertinente, la plus pratique, voilà, c'est la technologie actuelle, c'est ce qu'on appelle les puces, micropuces électroniques. Vous avez des micropuces de taille très très petite, grain de sable encore moins, que vous injectez à l'animal. Et chaque micropuce, bien transpondeur, et là, porte un numéro bien spécifique que vous pouvez lire à l'aide d'un scanner. On va détailler tout ça. Ça va? Excellent. Alors, maintenant, en fonction de votre budget, en fonction de vos objectifs, vous pouvez y choisir tel ou tel marqueur. Voilà. Vous pouvez, là, on va voir ces marqueurs, la peinture par exemple. Voilà, la peinture. C'est un marqueur qui est utilisé, voilà, surtout pour des suivis de courte durée. Voilà, si vous voulez suivre par exemple la période de gravidité, c'est-à-dire la période de grossesse par exemple, de gravidité chez les animaux, depuis l'accouplement jusqu'à la pente par exemple, voilà, c'est quelques mois. Donc effectivement vous pouvez marquer à l'aide de la peinture, un pinceau, vous mettez une tache de peinture et vous mettez un numéro. Et vous avez votre animal, vous pouvez le suivre. Mais c'est pour une courte durée. Pourquoi à votre avis? Pourquoi une courte durée? Pardon? Voilà, si ça effectivement avec la peinture, avec le temps, la peinture pourrait disparaître. D'autant plus que les animaux, par exemple, les insectes, les lézards, ils croient. Avec le temps, ils croient. Ils changent de peau. Ils changent de ce qu'on appelle la mue. Exactement, c'est ça, la mue. Donc si l'animal change de peau, la peinture va disparaître. Vous voyez, donc c'est vraiment limité dans le temps. Effectivement, voilà. Donc, suivi de la période de gravidité, quelques mois, voilà, longévité limitée, effectivement, à quelques mois, quelques semaines, Pourquoi? Parce qu'en fait, disparition avec la croissance de l'animal, comme je viens de dire, que ce soit les insectes, ou bien les lézards, en changeant de peau, en exhibant, la mue, ils changent de peau, et voilà, plus rien, donc, au niveau de leur peau, et par conséquent, le numéro que vous avez déjà fait disparaître. Voilà, donc c'est bien précis. Voilà. Utilisable aussi bien, on peut l'utiliser en élevage, mais aussi sur le terrain. C'est faisable. C'est faisable. Effectivement. Cette méthode, elle est largement utilisée sur les insectes, les amphibiens, les reptiles. On peut l'utiliser. Donc, si vous voulez suivre, voilà, par exemple, les femelles gravides, bien les femelles en grossesse durant une période bien déterminée. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, effectivement, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle expose les animaux marqués à la prédation. Avec la tache que vous avez mise sur la peau, ça dépend s'il est bien clair, effectivement, il peut atterrir les prédateurs. C'est ça. Donc il fallait bien savoir où mettre la tache. Pas directement sur le dos, plutôt du côté latéral, c'est déjà bien. Voilà. Sinon, ça peut, effectivement, que votre marquage, que votre tâche, voilà, attire beaucoup de prédateurs et par conséquent, donc faussera vos résultats et votre suivi. Voilà donc pour ce qui est de la peinture. Voilà, je répète, la peinture, courte durée, voilà, aussi bien sur le terrain que qu'en élevage. Ok. Sinon, ça dépend du groupe zoologique. Voilà. Maintenant, si vous vous êtes chargé de suivre une population d'oiseaux,
le marqueur le plus fréquemment utilisé, vous n'avez pas le choix, c'est le bagage. C'est mettre des bagues pour vos oiseaux, effectivement. Voilà. Donc, notamment utilisé en ornithologie. C'est quoi l'ornithologie? C'est la science qui étudie les oiseaux. L'ornithologie, c'est étude des oiseaux. Effectivement, voilà. Bien entendu, ben, les oiseaux, hein, ils s'apprêtent bien à la pose des bagues au niveau de leur métatarse. Ici, hein, la flèche. Donc là, effectivement, vous pouvez mettre effectivement, hein, la bague. Bien sûr, vous aurez à avoir plusieurs bagues, hein, de différentes tailles. Ben, ça dépend de l'oiseau, de la taille de votre espèce d'oiseau que vous êtes chargé, hein, d'étudier. Voilà, plusieurs bagues. Voilà, plusieurs bagues. Voilà. La taille de la bague est fonction de la taille de votre animal, bien entendu. Donc avant d'entamer le bagage, il fallait capturer vos oiseaux. Comment les capturer? Ben, c'est la méthode la plus utilisée, c'est la méthode défilée. Voilà. Ah, donc dans la direction du déplacement des oiseaux, vous mettez des filets fixés par des barres. Les filets, c'est à peine visible, hein, ne sont pas visibles par les oiseaux. Et de derrière, vous essayez de faire fuir les oiseaux vers le filet. Et donc, les oiseaux qui sont capturés par les filets. Et vous commencez à baguer, à mettre en place les bagues. Ben ici, voilà. Un chercheur en train donc, de baguer 100 oiseaux, effectivement. Voilà. Après, une fois marqué, une fois bagué, on libère l'animal et vous continuez à le suivre. Bien sûr. Voilà ici un animal qui est bagué. Mais comment on le voit? Voilà, là encore, il vous faut du matériel spécifique. Pour voir un oiseau de loin, il fallait avoir au moins des jumelles. Mais l'appareillage la plus utilisé, c'est ce qu'on appelle une longue vue. Une longue vue, c'est une sorte de jumelle, mais très très sophistiquée, qui vous permettra de lire de loin, voilà, le nombre de bagues, le numéro de bague de cet oiseau. Voilà, ici, c'est le numéro 23276. Vous voyez? Donc à chaque fois, à chaque méthode, il y a un appareillage qui est bien spécifique. Hein, vous voyez? Effectivement. Voilà donc pour ce qui est des oiseaux. Et voilà, et vous continuez à suivre, hein, donc votre population. Voilà. Comment tu vas faire la peinture pour un oiseau? Comment tu vas faire? Ça va disparaître aussi. Ben, l'oiseau il se baigne tout le temps, et tu vois. Non, c'est pas du tout, pas du tout. Par contre, le bagage, ça reste à vie. Tant que l'oiseau est là, il porte son bague. Voilà, tu vois. Bah, tant que l'oiseau est là, elle porte sa bague, tu vois. Donc la bague, il dure tout le temps avec l'oiseau. Hein. Mais déjà la capture, c'est pas évident pour capturer les oiseaux, hein, pour les baguer. Hein. Bah, il fallait faire quelque chose qui dure assez. Donc la longévité ici est un critère très déterminant, effectivement. Ok? Très bien. Voilà donc pour les oiseaux. Hein? Voilà. Maintenant, si jamais vous vous êtes intéressé, ben, les exemples sont nombreux, mais je vais le limiter à un exemple par groupe zoologique. Par exemple, chez les reptiles, ici, voilà, en herpétologie, l'herpétologie c'est quoi cette fois-ci? C'est l'étude des amphibiens et reptiles. Effectivement, l'herpétologie, étude des amphibiens et des reptiles. Dans ce cas, effectivement, ce qu'on fait, on coupe un petit bout du doigt, ou bien des orteils, ou bien des phalanges, voilà, on coupe un petit bout, effectivement, à l'aide, voilà, d'une paire de ciseaux, on stérilise, on met de l'alcool et on coupe. On coupe selon un code bien déterminé, voilà, un code bien défini, ben, normalement, qui veut ne pas couper plus de 2 doigts par patte. Par patte. Je vais m'expliquer. Là, vous avez votre lézard. Voilà, là, vous avez votre lézard. Les pattes antérieures, la patte antérieure gauche, c'est ça. Elle est numérotée de 1 à 5. Patte antérieure droite de 6 à 10. Voilà, inférieure gauche 20, 80. Postérieure, gauche 100 à 500. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est un code conventionnel. Pourquoi ce code? Parce que ce code nous permettra de marquer le maximum d'individus. Si jamais la population est riche, il y a beaucoup d'individus.
Voilà. Donc c'est un code qui est conventionnel, mais qui est utilisé à l'échelle mondiale. C'est universel, c'est normal, parce que la science, elle est universelle. Voilà. Donc il y a une commission de nomenclature zoologique, et par conséquent, donc les chercheurs, ils se mettent sur un code bien défini qui est applicable à l'échelle mondiale. C'est normal, effectivement. Voilà, donc normalement, à chaque fois, on coupe pour le premier animal, le premier lézard que vous avez capturé, vous coupez un petit bout du doigt. Et vous le relâchez. Donc, le premier animal auquel vous avez coupé ce doigt-là, c'est le numéro 1. Voilà, et vous continuez. Et vous continuez. Donc, plusieurs combinaisons. L'amputation, ou bien la coupure, voilà, doit respecter les règles d'ITEC. Il faut le faire d'une façon professionnelle. Il ne faut pas faire souffrir l'animal. Il fallait avoir des ciseaux stériles, il fallait infecter avant, et désinfecter plutôt, avant à l'alcool absolu, ou bien à l'alcool au moins, avant et après la coupure. Vous voyez? Voilà. Et voilà, donc vous aurez effectivement plusieurs cas, le numéro 1, 2, 3, etc., etc. Et à chaque fois que vous reviendrez sur le terrain, les animaux capturés, le lire, je cherche le doigt coupé et je donne mon numéro. J'identifie l'animal en question. Ok. Sinon, donc la dernière méthode, soi-disant bien marqueur utilisé, qu'on espère qu'on fasse sur le terrain ensemble, c'est chez les tortues normalement. Normalement pour ce module, on vous a programmé une sortie sur le terrain qui fera un TP effectivement en salle pour l'étude de la population de la tortue terrestre, effectivement dans l'île juste à côté. J'espère qu'ici là, donc ce sale virus disparaîtra et on peut donc reprendre nos activités de terrain et faire donc ensemble ces sorties. Sinon, normalement, pour suivre les tortues sur le terrain, les tortues terrestres normalement, le marqueur le plus utilisé c'est une incision. On fait une petite encoche. À l'aide d'une scie, on fait une encoche au niveau des écailles. Comme vous le savez, peut-être, les tortues normalement, elles ont une carapace. Et cette carapace, elle se forme d'écailles. Et normalement, chaque tortue a des écailles marginales droites. Voilà, ici. Et ce nombre, il est toujours de 11. 11 écailles. Encore une fois, d'une façon conventionnelle, ces écailles marginales droites, ils sont numérotées 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et la dernière, c'est le numéro 300. Pourquoi ce code? Là encore, pour essayer de marquer le maximum d'individus. Et c'est un code qui est conventionnel et universel. Partout la même chose. Voilà. Puis, les écailles marginales gauche, elles sont numérotées de 20 à 200 à 700. Déjà, toujours 11 écailles. Pas plus. Toujours 11 écailles dans les conditions normales. La lecture, toujours de ces écailles, elle se fait de la tête vers la queue. Vous allez voir. À côté des écailles marginales, à l'intersection des écailles marginales gauche et droite, vous avez une dernière écaille qu'on appelle l'écaille supracaudale. Et cette écaille est séparée en deux. Elle est divisée en deux. Voilà. Et la partie droite, elle est numérotée 2600. Et la partie gauche, 1300. Cette convention, ce code, il nous permettra de marquer jusqu'à 5400 individus. 5300 ou 400, voire même 5500 individus. Donc une population, ça m'étonnerait qu'il existe encore dans les conditions naturelles, une population qui fait 5000 individus. J'espère bien, mais ça m'étonnerait. Très bien. Voilà. Donc, voilà, cette incision, normalement, cette encoche, vous allez voir, si on aura l'occasion de faire le terrain, j'espère bien. Donc, vous allez manipuler vous-même l'animal. Donc, allez, une scie, puis on fait une encoche au niveau des écailles marginales. Une encoche, il faut que l'encoche ne soit pas profonde. Parce que les écailles, c'est des cellules mortes, c'est de la chitine. Même si vous faites une encoche, ça fait pas mal à l'animal, parce que ce n'est pas énervé. Mais il ne faut pas que l'encoche soit profonde. Parce que si l'encoche est profonde, ça peut que vous touchiez les tissus vivants. Voilà, surtout pas. Une encoche, mais pas profondément. Donc, ce fait à l'aide d'une scie ne doit pas, l'encoche, l'incision ne doit pas être profonde. Pourquoi? Pour ne pas toucher les tissus vivants, c'est-à-dire la partie énervée.
Vous y êtes? Alors, ceci, comment se présente? Il se présente comme ça. Voilà, donc la carapace de votre tortue. Voilà, la carapace de votre tortue. La lecture, elle se fait donc là, du côté intérieur vers le côté postérieur. Ben, si vous êtes sur le terrain, normalement, vous êtes censé avoir cette planche avec vous. Voilà, c'est normal. Alors, vous n'êtes pas obligé de se souvenir de la numérotation, mais vous pouvez avoir cette planche avec vous. Voilà. Donc, côté marginal, écaille marginale, droite, voilà, 1 à 300. Là, 20 à 700. Là, supracaudal, voilà, 1300, 2600. Voilà. Avec votre scie, normalement, après désinfectation à l'alcool, je fais mon encoche, je désinfecte et je relâche l'animal. Donc, c'est posant. Par exemple, que ce que vous avez fait, vous avez capturé un animal après plusieurs opérations de terrain, vous avez fait une incision ici, ici et ici. Quel sera le numéro de votre animal? C'est quel numéro là? 125, tout simplement. Ok? C'est le numéro 125. Et vous faites, le premier animal sera incisé ici, le deuxième ici, etc., etc. Et vous faites la combinaison. Si vous arrivez donc de faire plusieurs incisions, voilà le cas ici, par exemple. Voilà, c'est le numéro 120 plus 5, c'est le numéro 125. Ça va? Voilà, donc c'est très facile. Ça a donné beaucoup de résultats. C'est la méthode que nous avons utilisée, que nous utiliserons encore. Ben voilà, ça donne des résultats très, très pertinents. Ok. Allez-y. Alors, il y a un problème. Pour cette méthode d'incision, il fallait faire attention. J'avais dit que les écailles marginales sont toujours au nombre de 11. Voilà, elles sont toujours au nombre de 11. Mais, ça peut, il y a toujours des anomalies, ça peut qu'un animal ait plus de 11. Au lieu de 11, il peut avoir 12 écailles, par exemple, marginales. Là, ça va vous, voilà, c'est un problème. Ça peut qu'il y ait moins d'écailles. Au lieu d'avoir 11, il y a un animal par une malinformation quelconque, au lieu d'avoir 11, il a uniquement 10. C'est-à-dire que ça peut que votre animal ait des écailles surnuméraires, plus de 11, ou bien surnuméraires, moins de 11. Dans le cas, ça va poser un problème. C'est-à-dire que le code que vous avez utilisé, que vous avez donc opté, ne sera plus valable. Voilà. Dans ce cas, cet animal est à écarter de votre base de données. Ne pas considérer pour vos analyses de données, vos traitements de données ou vos analyses statistiques. Effectivement, voilà. Pour le marquage, certains individus, effectivement, comme je viens de dire, peuvent avoir des écailles surnuméraires, plus de 11, ou bien sous-numéraires, moins de 11. Donc là, c'est un animal pas possible d'appliquer la technique. Pas possible. Donc je l'écarte. Je le mets dans les observations particulières. Voilà, à chaque fois que vous le rencontrez. Problème de codification. Impossible, donc, d'utiliser la méthode pour laquelle 11 écailles est obligatoire. Ok? Par contre, la lecture, à la lecture aussi, vous avez fait votre encoche, incision. Normalement, dans la nature, l'animal est exposé à plusieurs facteurs. Il est exposé au vent, il est exposé au prédateur, il est exposé à beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça peut que l'incision que vous avez faite disparaîtra pour une raison ou une autre. Par exemple, à force que l'animal normalement par temps venteux, lorsqu'il y a beaucoup de vent, l'animal se perd dans sa carapace et s'expose au vent. Ça peut qu'avec le temps, il y ait érosion de la carapace et effacement de votre incision. Ça peut qu'un prédateur attrape par exemple la tortue au niveau de l'encoche et effacera l'encoche. Donc là, vous ne pouvez pas lire effectivement le numéro de votre animal. Là encore, c'est un problème. Effectivement, donc milieu naturel, traces de prédation, érosion, c'est-à-dire disparition, donc effacement des encoches, là encore c'est un problème. Si jamais vous rencontrez ce problème, donc l'animal aussi est écarté de votre base de données. C'est voilà, à les mettre dans les observations particulières, problème de lecture ou bien problème de marquage et l'animal n'est pas considéré. Ok? Très bien.
Voilà, donc dans ce cas, il est impossible, si l'incision que vous avez faite, c'est-à-dire le marquage que vous avez fait disparaît, vous ne pouvez pas lire le numéro de votre animal. Et effectivement, donc, c'est un animal à écarter de votre base de données. Et si vous êtes riche maintenant, si vous êtes riche, voilà, la méthode la plus pertinente, la plus technique, la plus, si vous voulez, faisable, donc avec la technologie actuelle, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les balises ou bien électroniques ou bien les micropuces électroniques. Je m'explique. Voilà, ces micropuces électroniques de taille très infinitésimale, vraiment très petites, elles sont en vente sur le marché. Voilà, elles sont en vente sur le marché et se vendent normalement, se forment de paquets de 25, de 50 pièces, unités. Et ces micropuces, ils sont contenus dans des seringues. Pourquoi les seringues? Afin que vous injectiez votre micropuce sous la peau de vos animaux. Voilà. Mais ici, effectivement, voilà, une puce, là, un animal, c'est un travail que nous faisions actuellement, qui est encore en cours ici au laboratoire, sur une population de leucémien, une population d'amphibiens. Effectivement, voilà, donc vous avez votre seringue, vous capturez l'animal, et au niveau de la colonne vertébrale, côté latéral, l'un des deux côtés latéraux, vous injectez votre micropuce. Normalement, chaque micropuce, il a un numéro, de forme de code barre. Voilà. Donc, pour lire votre micropuce, il vous faut un scanner. Voilà. Pour vous dire que ça coûte, effectivement, c'est très cher. Mais c'est plus pratique et ça donne des résultats très pertinents. Ben là, effectivement, on marque notre animal d'un numéro code barre. Et pour identifier le numéro, voilà, je dois avoir avec, à l'achat de mes micropuces, je dois avoir aussi un lecteur scanner qui me permettra de lire effectivement le code barre de chaque micropuce. Vous voyez? Voilà, c'est ce que nous faisons actuellement. Une forte précision, voilà, ça donne vraiment, voilà, si l'animal il est là, effectivement, il est là. Donc ça vous aidera effectivement à suivre donc la population. Donc vous avez choisi pour étudier effectivement d'une façon très précise, suivre ses déplacements, comment il se reproduit, son domaine vital, etc. Tout, avoir tous les traits d'histoire de vie sur la population. C'est vraiment extraordinaire. Le problème, encore une fois, c'est le coût. C'est un peu cher, mais ça, c'est faisable. Alors, pour ceci, donc effectivement, comme je vous dis tout à l'heure, c'est une méthode qu'on utilise actuellement dans le cadre de la préparation d'un master, depuis 2012, puis actuellement la préparation d'une thèse de doctorat. Voilà, donc effectivement, comme pour les autres marqueurs et pour les autres marqueurs utilisés, effectivement, donc normalement la première campagne sur le terrain, voilà, l'étudiant il est en train de chercher l'animal, donc il est équipé de ses micropuces. Voilà, avec son lecteur et tout, il est prêt. Maintenant, il est sur le terrain. Voilà, prospection sur le terrain. Il cherche, tiens, l'animal, il est là. C'est l'animal qu'il étudie. Il le capture. Voilà. Si c'est la première sortie, si c'est la première opération, il va le marquer. Parce que rien n'est encore marqué. Voilà, c'est normal. Voilà. Effectivement, après marquage, normalement, je prends mon point GPS. Voilà, parce que normalement, pour suivre les déplacements, il fallait avoir une idée sur le point initial, le point de départ. À la capture, je prends mon point GPS. Très bien. Je marque l'animal et je le relâche à l'endroit exact de sa capture. Et je fais, voilà, et la même chose pour les autres individus. Jusqu'à la fin de la journée, je rentre au laboratoire, au laboratoire, et j'attends quelques jours. Nous, la même chose, on fait 2 semaines. Puis reprendre la deuxième campagne, la troisième, etc. Okay. Voilà, effectivement, donc là, c'est mes micropuces, effectivement, avec leur seringue. Donc, seringue avec transpondeur, micropuce, ou bien balise électronique, c'est la même chose. Balise électronique, micropuce, transpondeur, c'est la même chose. Voilà, injection sous-cutanée de la micropuce. Voilà, je désinfecte avant. À l'accord absolu, j'injecte, je désinfecte et je relâche l'animal. Je vous avoue que cette méthode a donné beaucoup de résultats sans provoquer de mortalité pour les animaux. On est très bien fiers effectivement d'utiliser. Ouais, c'est un peu cher, mais très bien.
Ok, vous y êtes? Voilà. Là, c'est la première campagne. Après 2 semaines, donc il a marqué pas mal d'individus. Après 2 semaines, alors, mission sur le terrain à l'Ukraine, encore une fois. Voilà. Voilà, deuxième semaine après, prospection sur le terrain, deuxième campagne. Cette fois-ci, voilà, dès qu'il capture un animal, il ne va pas le marquer. Non, il va toujours le scanner déjà. Parce que c'est un peu qu'il soit marqué la première fois. Donc la première chose qu'il fait, c'est scanner l'animal. Si jamais un code barre apparaît, ça veut dire que l'animal est déjà marqué. Je prends note et je le relâche. Sinon, si rien ne s'affiche, pas de numéro, voilà. Si un nouveau individu, je le marque, je le relâche et je continue. Ça va? Voilà. Effectivement, voilà. Localisation toujours GPS, voilà. Et vous continuez vos campagnes de terrain. Voilà. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, etc., etc. Et au fur et à mesure, donc effectivement, après plusieurs mois, après 2 ans au moins 2 ans, pour que le résultat soit pertinent, il fallait suivre ceci au moins 2 ans. C'est un travail fastidieux, mais quand même c'est sympa, tout le temps sur le terrain, ben j'aime bien. Ok. Voilà, vous pouvez avoir une idée sur l'estimation du domaine vital, l'estimation de la densité, la longévité, la durée de vie, ce que vous voulez, le sexe racine, ce que vous voulez. Vraiment, toutes les données hein, sur votre population. Pourquoi le but de toutes ces données? Pourquoi le but dans quel but vous collectez ces données? C'est dans un but effectivement de la conserver, pour mettre en place un plan de conservation. Et pour mettre en place un plan de conservation, il fallait tout savoir sur votre individu, d'où l'utilisation effectivement de ces méthodes de suivi qui sont très pertinentes. Ok? Voilà donc, effectivement, donc, pour l'instant, il y a plusieurs méthodes, et encore une fois, en fonction, effectivement, en fonction de votre budget, en fonction de l'objectif de votre travail, vous pouvez choisir et la méthode et le marqueur à utiliser. Dans tous les cas, quel que soit le marqueur que vous avez utilisé, hein, il y a des conditions pour que la méthode soit valide. Hein. Donc, quel que soit le type de marqueur, que ce soit la peinture, le bagage, la mutilation, l'incision, les balises, bien les micropuces, quel que soit le marqueur, pour que votre méthode de suivi soit valide, il faut qu'il respecte les conditions de validité ci-après. Voilà les conditions, ces conditions. La première chose, une fois marqué votre animal, quel que soit le type de marqueur, il faut lui laisser le temps de disperser dans la population. Ah. Ne pas marquer aujourd'hui et revenir sur le terrain le lendemain. Désolé. Non. Il faut laisser le temps à l'animal de se familiariser avec son marqueur, voilà, de se disperser encore une fois avec les individus normaux, etc., etc. Donc déjà, 10 jours, ça va. 2 semaines, c'est très bien. Plus, c'est encore mieux. Voilà. Ah. Ok. Voilà la première condition, c'est une bonne dispersion. Voilà. Deuxième condition de validité. Deuxième condition, il faut que la probabilité de capture des individus marqués et non marqués soit la même. Autrement dit, il ne faut pas que le marqueur que vous avez utilisé change le comportement de l'animal. Non, il ne faut pas. Sinon, c'est pas normal. Il faut que le marqueur, voilà, ne contraint en rien le comportement de votre animal. Voilà, c'est-à-dire que tous les individus soient les mêmes. Autrement dit, votre marqueur, voilà, ne comporte pas, ne bouleverse pas le comportement de votre animal. Troisième condition, il faut que les individus marqués et non marqués ne perdent pas leur marqueur, c'est normal. Si votre animal perd son marqueur, ça y est, voilà. Donc la mise en place, il faut bien veiller sur la mise en place. Prenez votre temps pour mettre en place votre marqueur. Parce que si vous perdez, si votre animal perd son marquage, son marqueur, ça y est, plus rien. Voilà, c'est une condition aussi. Quatrième et dernière, je crois, donc, condition de validité de cette méthode, il faut que le taux de mortalité doit être identique dans les deux groupes. C'est-à-dire les individus marqués et non marqués, le taux de mortalité soit identique. Autrement dit, là encore, il ne faut pas que votre marqueur augmente le taux de mortalité des individus marqués. Donc là aussi, c'est à éviter. Donc, c'est une méthode qui est très pertinente, qui donne des résultats très pertinents,
mais il fallait prendre beaucoup de précautions lors de l'utilisation. Il faut veiller sur ces conditions si vous voulez que votre méthode donne de bons résultats. Ça va? Très bien. Ok. Voilà donc pour ce qui est de cette méthode de marquage. Voilà. Après donc l'effectif et après l'estimation de la densité, un troisième paramètre ou bien une troisième variable d'état qui vous permettra de suivre effectivement ou bien de connaître donc les traits d'histoire de vie de votre population, c'est ce qu'on appelle l'occupation de l'espace. Comme vous le savez, dans la nature, normalement, toute espèce animale, toute population, elle occupe un espace bien déterminé. Il y a des espèces qui occupent beaucoup d'espace, il y a des espèces qui ont une large répartition, moyenne répartition, et qu'il y a des espèces qui sont trop localisées, c'est-à-dire qu'elles occupent une surface très très restreinte. Voilà, ça dépend, effectivement. En tout cas, bref, donc là aussi, savoir comment les individus de votre population occupent l'espace, c'est très intéressant pour le suivi de la dynamique de votre population. Comme vous le savez, l'aire de répartition, l'aire c'est avec E, aire, c'est-à-dire espace. L'aire de distribution, bien de répartition, donc c'est quoi en fait une espèce, c'est quoi? C'est la zone, voilà, qu'occupe toute espèce, bien les individus d'une population dans la nature. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui détermine l'occupation de cet espace? C'est les conditions du milieu. Voilà, c'est les conditions sont favorables, vous pouvez occuper ce que vous voulez. Si les conditions sont peu favorables, votre espace sera réduit. Si les conditions sont trop difficiles, ben là, vous êtes obligé de se localiser, d'occuper une surface très restreinte où les conditions sont favorables. Vous voyez, donc le milieu il est toujours là. Le milieu, les conditions du milieu, les facteurs écologiques sont toujours là. Donc, elle est déterminée, cette occupation d'espace, cette répartition géographique, cette distribution géographique, elle est déterminée par, effectivement, les facteurs écologiques du milieu en question. Ok? En fait, dans la nature, à votre avis, dans la nature, est-ce les ressources disponibles, les ressources, que ce soit la nourriture, l'abri, les abreuvoirs, les ressources naturelles de façon générale, est-ce qu'ils sont répartis de la même façon? Non. Vous avez un milieu ici, par exemple, vous avez un milieu, tout simplement, voilà, une steppe, une forêt, ce que vous voulez, une prairie, un matorral, peu importe, en tout cas, ben les ressources naturelles, c'est-à-dire la nourriture, les abris, le refuge, etc., ne sont pas répartis de la même façon. Il y a des endroits qui sont riches, voilà, là, il y a beaucoup de nourriture, il y a des endroits riches, et il y a des endroits qui sont pauvres, c'est normal. Ouais, ben effectivement, dans la nature, il y a une hétérogénéité des conditions du milieu. Autrement dit, les ressources trophiques ne sont pas réparties de la même façon. Les animaux, ils vont où? Les animaux de notre population, est-ce qu'ils vont s'installer ici? Ils vont là où au milieu, les conditions sont favorables, normal. Autrement dit, ils vont occuper les endroits, mais les zones riches, c'est normal. Tout en se déplaçant entre ces endroits. Vous voyez? Voilà. Mais ça reste la même population. C'est la même population. Mais les individus, ils sont là où les conditions sont favorables, effectivement. Voilà. Donc, effectivement, ces habitats, voilà. Donc là, ces zones occupées par les animaux, c'est ce qu'on appelle des tâches d'habitat. Il y a des patchs d'habitat. Ok? C'est très intéressant. Dans la nature, dans le milieu naturel, jamais les ressources ne sont pas réparties d'une façon homogène. Ils sont répartis d'une façon hétérogène. Et les individus d'une population, quelle que soit, elles se concentrent là où les ressources sont disponibles. Cette configuration, cette répartition en zones riches où les animaux se concentrent, c'est ce qu'on appelle des tâches d'habitat, bien des habitats en patch, comme vous voulez. Ok? Très bien. Les individus d'une population qui vivent dans ces milieux, là, c'est la même population. Là, la même population.
C'est intéressant, c'est la même population, c'est la même espèce, ok? Très bien. Mais les individus qui sont localisés là, là et là. Donc là, c'est une petite population, c'est une sous-population. Okay? Là, c'est une deuxième sous-population et là, c'est une troisième sous-population. Ça peut avoir plus, moins, c'est peu importe. Voilà. Donc dans la nature, en fait, la répartition d'une espèce animale dans la nature, voilà, il se fait sous forme de patch d'habitat, ou encore sous forme de ce qu'on appelle des sous-populations, ou bien des populations locales. Okay? C'est très intéressant. Voilà, effectivement, donc vous avez donc votre population, voilà, qui se répartit sous forme de patch, ou bien sous forme de sous-population. Voilà, toujours ces populations, donc le groupement en fait. Pourquoi? Je l'ai dit, mais je le répète, pourquoi les animaux se sont groupés ici? Qui c'est qui est à l'origine de ce regroupement? Ben, je l'avais dit tout à l'heure, c'est la concentration des ressources naturelles, des ressources disponibles du milieu. Voilà, effectivement. Mais aussi, donc, effectivement, le regroupement, ou bien l'agrégation. L'agrégation, c'est le regroupement, comme vous voulez. En population locale ou bien en sous-population, il y a plusieurs raisons. Déjà, la répartition hétérogène des ressources dans votre milieu, voilà, effectivement. Donc, une distribution agrégative, c'est-à-dire sous forme d'agrégat, voilà, de ressources, voilà. Cette répartition hétérogène crée des zones bien localisées au sein de chaque zone, il y a une sous-population. Voilà, c'est la raison. Donc la première raison donc, qui contribue à la formation de ces zones. Parfois même aussi, vous avez normalement la tendance des petits à rester à côté de leurs parents, même après l'accouplement, après la mesva par exemple, les parents qui portent soin à leurs petits, elles restent attachées à leurs parents. Là aussi, les animaux, ils se regroupent en petits groupes, bien en petites subpopulations. Et parfois, la prédisposition sociale. Dans le cas des espèces sociales, par exemple le cas des fourmis, des termites, des gnous, des antilopes, voilà, les animaux vivant en société, et par conséquent, voilà, leur comportement les incite à vivre en subpopulation, tout en restant la même population et occupe un espace bien déterminé. Ça va? Donc là, effectivement, je vous souligner, voilà, le point noir, voilà, ce sont des patchs. Voilà, c'est-à-dire là, les endroits riches de votre aire de répartition de votre population. Et voilà, donc là, vous avez plusieurs sous-populations, effectivement. Par exemple, là, le comportement, par exemple, les loups, ben voilà, les loups, ils vivent toujours en petits groupes. Voilà, donc c'est intrinsèque. Intrinsèque, ils sont incités à vivre. En plus de la répartition hétérogène. En plus du soin porté aux jeunes, rester attachés aux parents, il y a aussi un comportement intrinsèque qui incite les individus à former des petits groupes. C'est le cas des loups, des lions et beaucoup d'autres espèces animales. Ça va? Alors, je continue toujours dans cette répartition. Voilà, donc cette répartition dans la nature, donc conduit à des zones bien localisées. Dans ces zones, il y a des sous-populations. Et ces populations, normalement, voilà, ils changent toujours de matériel génétique. Ils se reproduisent toujours. Attention, parce que là, normalement, il y a toujours les animaux qui se déplacent d'une zone à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours échange de matériel génétique. C'est pourquoi c'est la même population. Si on n'échange pas de matériel génétique, on n'est plus de la même population. C'est normal. Ok, très bien. Allez, je continue dans ce sens. Voilà. Donc les sous-populations ici. Les sous-populations. Voilà, ces trois sous-populations que j'ai schématisées ici par exemple, ces trois sous-populations, ou bien patchs, elles sont séparées par ce qu'on appelle, voilà, des zones défavorables, voilà, ces zones-là, c'est ce qu'on appelle des matrices. Voilà, des matrices. Une matrice 1, matrice 2 et matrice 3 dans ce cas. Vous voyez? Donc c'est quoi les matrices? Ce sont des zones défavorables au peu d'animaux. Ils vivent, mais quand même, c'est un lieu de passage entre les sous-populations. Okay? C'est très intéressant. Okay? Ces matrices, effectivement, voilà, ces sous-populations, voilà, puisqu'il y a toujours échange, c'est normal, voilà, elles peuvent se croiser, elles peuvent encore échanger, voilà, effectivement,
de gènes. C'est toujours la même population. Donc ces sous-populations sont interconnectées, bien sûr. Elles échangent leurs gènes les unes aux autres par voilà, des mouvements d'aller-retour entre ces patchs. Excellent. Voilà. Ben, dans ce cas, pour être plus écologique, voilà, ces populations, ces sous-populations, séparées par des matrices et qui sont interconnectées, qui restent interconnectées dans le temps et dans l'espace, c'est ce qu'on appelle des métapopulations. Oubliez tout ça, dans ces zones-là, les sous-populations, ce sont des métapopulations. Métapopulations. Ok? Voilà, ce sont des métapopulations. C'est une notion très très intéressante, effectivement, que je vais encore détailler. Cette notion de métapopulation, voilà, c'est très intéressant. La question qu'on peut vous poser, comment se forme une métapopulation? Comment se forme une métapopulation? Là, vous avez donc une aire de répartition d'une espèce donnée. Donc, vous avez des patchs, hein, vous avez des sous-populations, sous-populations 1, 2, 3 et 4. Voilà, séparées par des matrices. Ces matrices, parfois, elles devront être franchissables, parce que les animaux doivent voilà, échanger donc, entre les zones. Et là, vous avez donc la définition la plus précise, s'il vous plaît, à savoir désormais, à connaître d'une métapopulation. Qu'est-ce qu'une métapopulation? Voilà, ensemble de sous-populations séparées spatialement, dans l'espace, séparées par quoi? Par des matrices, voilà, séparées spatialement et qui interagissent à travers des échanges génétiques. Tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle une métapopulation. C'est une notion très intéressante à connaître désormais. Voilà, ensemble de ces populations séparées spatialement, voilà, dans l'espace, par des matrices, mais via ces matrices, les individus quand même peuvent se déplacer et par conséquent échanger de matériel génétique. Donc, on parle toujours de la même population. Excellent. Pardon. Alors, comment, effectivement, donc, comment se forme une métapopulation? Pour se former une métapopulation, hein, normalement, parmi les raisons qui peuvent inciter ou bien entraîner la formation d'une métapopulation, c'est ce qu'on appelle la fragmentation spatiale de l'habitat. Effectivement, vous avez là l'habitat, c'est l'hétérogénéité de l'habitat fait qu'il est fragmenté. Voilà, plusieurs fragments. Fragment 1, fragment 2, fragment 3. Voilà. Cette fragmentation donc, veut qu'au niveau de chaque fragment, au niveau de chaque patch, il y a une subpopulation qui se localise, effectivement, et tout en échangeant de matériel génétique en se déplaçant. Donc la fragmentation de l'habitat, ou bien l'hétérogénéité du milieu, et aussi, si les habitats sont fragmentés, il faut que les animaux conservent bien garde le contact. Il faut aussi que les animaux se déplacent, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Attention, parce qu'il n'y a pas de dispersion, s'il n'y a pas d'échange, c'est un autre problème. On va voir par la suite. Donc, deux conditions, la fragmentation de l'habitat en zone, en batch, et la dispersion des déplacements entre ces patchs, ou bien ces micro-habitats. Voilà, ceci donne des métapopulations. Donc, ça dépend du nombre, c'est fonction de la fragmentation, effectivement, de votre aire de répartition. Très bien. En fait, ces populations, ou bien ces sous-populations, est-ce qu'ils vivent de la même façon? Les individus de ces sous-populations, est-ce qu'ils sont actifs de la même façon? Non, non, c'est sûr, il y a toujours des courageux, des feignants, il y a des actifs, des moins actifs, etc., etc. Et par conséquent, vous avez deux principaux types de métapopulation suivant la structure spatiale. C'est-à-dire selon l'organisation de ce patch, de cette zonation, et selon la capacité de dispersion. Si les animaux se déplacent assez entre les sous-populations, c'est rien à voir, il n'y a pas de déplacement. Donc en fonction de cette fragmentation, et en fonction du degré de déplacement ou bien de dispersion, vous avez à distinguer deux types de métapopulations. Lesquelles? Et voilà.
Donc là, vous avez, par exemple, une aire de répartition. Une première aire de répartition. Vous avez vos sous-populations en vert, voilà, ok? Et vous avez une activité manifeste des animaux. Ben, les individus ne cessent pas d'aller d'une zone A à l'autre. C'est très bien. Voilà, ils sont actifs, les échanges génétiques sont là. Hein? Pourquoi? Oh là là. Ça là. Désolé. J'espère que ça ira. Ça va. Ok. Alors, je reprends. Donc là, vous avez effectivement votre aire de répartition. Vous avez des patchs et vous avez une activité manifeste. Une activité de déplacement très très intéressante. Voilà, vous voyez. Donc là, capacité de dispersion illimitée. Alors donc là, c'est bien. C'est-à-dire que les animaux vont se croiser, se reproduire, s'accroître. Donc la population va continuer à évoluer. Par contre, deuxième cas, si les individus sont inactifs, ils se déplacent très peu. Ils se déplacent très peu, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'échange. Voilà, si chaque individu se concentrait sans se déplacer, ben dans ce cas, les échanges donc, seront moindres et par conséquent, l'évolution de la population sera trop limitée dans le temps, comme dans l'espace. Dans ce cas, là, en vert, habitat favorable et occupé, en blanc, habitat favorable mais non occupé, le cas ici, par exemple, au niveau des individus qui sont peu actifs, et en pointillé, vous avez la limite entre les métapopulations. Vous voyez? Donc là, sur cette base, en fonction de la configuration donc, de ces patchs, et surtout en fonction du degré de déplacement, de dispersion entre les différentes sous-populations, bien entre les différentes métapopulations, vous auriez à distinguer, par exemple, ici c'est la même chose, des populations qui sont actives et qui changent leur matériel génétique, ils se reproduisent, et par conséquent, le taux de croissance il est élevé. Le cas ici de papillons, en bleu, vous voyez ici par exemple, là, de ce côté, le taux de croissance il est de 1,5. C'est-à-dire que là, la population voilà, évolue dans le temps. Voilà. En bas à gauche, R égale à 1. Toujours il y a de la croissance, il y a de renouvellement, il y a donc la reproduction, la population se renouvelle, mais c'est beaucoup moins que la première population de papillons. Par contre, les deux en haut à gauche, voilà, vous voyez, c'est trop limité, ils se déplacent très peu. Voilà, les individus sont donc concentrés, ne se déplacent pas. Et voilà, avec le temps, plus d'échanges matériels, la population n'arrive pas à croître. Vous voyez? Dans le premier cas, les individus de la population, ils peuvent ressourcer d'autres milieux de la zone. On parle d'une population, voilà, si le milieu est favorable, donc ici le taux de croissance R est supérieur à 1, on parle d'une métapopulation source. C'est-à-dire une métapopulation qui donne encore des individus qui peuvent contribuer à l'augmentation et à l'évolution de la population. Par contre, le deuxième cas, les individus, voilà, ils sont concentrés à l'attente de la mort, quoi. Voilà, ils ne vont plus contribuer à la croissance de la population. Hein? Quand on parle d'une métapopulation, puis, voilà, ils ne donnent rien. Puis, c'est puis, et la source, c'est la source. La source, c'est en haute montagne, le puits, c'est vraiment en bas, effectivement. Voilà. Et dans ce cas, dans le cas d'une population qui se renouvelle, dont le taux de croissance est élevé, est-ce qu'il est menacé d'extinction? Généralement pas. Voilà. La probabilité d'extinction, elle est
faible. Par contre, dans le deuxième cas, une population qui n'évolue pas, hein, le taux de croissance est en perpétuelle diminution. Avec le temps, elle va disparaître. Par conséquent, le taux d'extinction est X. Donc, il vaut mieux être une métapopulation source et pas une métapopulation puits. Si vous y puits, vous allez disparaître avec le temps. Ça va? C'est très intéressant cette notion. Ok, très bien. Ok. Voilà. Ah bon. Voilà. Voilà. Après, donc, l'occupation de l'espace, la formation de ces population, la dispersion est quand même très intéressante dans la nature. C'est-à-dire la dispersion, hein, voilà, sans dispersion, l'espace ne sera pas occupé. Donc, voilà. Et après, donc, ces variables d'état, on va passer à ces variables démographiques. Donc, le premier, effectivement, la dispersion. C'est quoi la dispersion? Voilà, c'est l'occupation de l'espace par déplacement, se déplaçant, effectivement. Mécanisme, en fait, une dispersion, c'est un mécanisme selon lequel les individus d'une population occupent l'espace, c'est clair. Voilà. Il y a... Comment s'exprime-t-il, cette dispersion? C'est le taux ou bien le degré de déplacement. Ah, voilà. Ah, donc, plus les individus de population se déplacent, plus la population est active, hein, plus elle est dynamique, plus elle évolue dans le temps et dans l'espace, plus elle est, voilà, en sécurité de distinction. Voilà. Donc, en fait, il y a 3 types de dispersion. Il y a 3 types dans la nature, partout d'ailleurs, il y a 3 types de dispersion, d'occupation de l'espace. Soit par ce qu'on appelle immigration, I avec 2 M, puis émigration avec E, attention à l'orthographe, ou encore par ce qu'on appelle nomadisme ou bien transhumance. Voilà sont les 3 mécanismes selon lesquels une population peut occuper l'espace. Effectivement, donc ce sont les 3 mécanismes selon lesquels une population peut occuper l'espace. On va les voir rapidement. C'est très simple d'ailleurs. Il n'est même pas censé de prendre des notes parce que vraiment c'est très simple. Allez-y, l'immigration. Encore migration, la même chose. Immigration, bien migration, c'est la même chose. Mais rien à voir avec immigration avec eux, s'il vous plaît. Ok. Alors, ben ici, qu'est-ce que l'immigration? Immigration, c'est quoi? C'est un déplacement. En aller-retour, voilà. Vous avez une population qui occupe un espace bien déterminé. Là, vous avez un endroit et un endroit. Et votre population, elle fait des allers-retours entre ces 2 zones. Par exemple, là, pour passer l'hiver, et là, pour passer le printemps et l'hiver. Donc, au sein de la même zone géographique. Vous voyez? J'insiste. Voilà. Donc, immigration vers la migration, c'est un déplacement en aller-retour entre une population, au sein d'une population, mais des individus de la population, au sein de son aire d'origine, entre une zone de reproduction et une zone, par exemple, donc, de refuge pour passer les mauvaises conditions. Ça va? Donc là, c'est une immigration, bien migration. Voilà. Au sein de la même zone, les mêmes individus, aller-retour entre 2 zones là, la même aire de répartition. Voilà, c'est immigration, effectivement. Voilà, là, vous avez effectivement la migration des antilopes, c'est pas ça qui manque. Là, les oiseaux, lorsqu'on parle de migration, le groupe zoologique qui vient aussi à l'esprit, c'est les oiseaux. Voilà, les oiseaux sont là, depuis l'Europe jusqu'à le Sahara, c'est l'aire de répartition. Mais à chaque fois, il y a une migration. Qu'est-ce qui déclenche la migration? On l'ignore encore, mais à chaque fois, elle passe l'hiver chez nous et la période de reproduction en Europe. Parce que les conditions hivernales sont très difficiles en Europe. Et voilà, effectivement. Donc là, effectivement, parmi les oiseaux, plusieurs milliards qui migrent chaque année. Voilà. La migration, les distances parcourues sont différentes, les distances selon les espèces. Voilà. Il y en a qui font des voyages 36 000 km, 15 000 km. Ça dépend des espèces, ça dépend
des espèces, effectivement. La vitesse au vol, aussi, ça diffère d'une espèce à l'autre, etc., etc. Vous voyez? Donc là, c'est, voilà, déplacement aller-retour, voilà, qui pourrait être de plusieurs kilomètres, à des vitesses différentes, entre une zone de reproduction et une zone de refuge pour passer des conditions difficiles. Voilà, c'est l'immigration, bien la migration du court, voilà, la migration des oiseaux et le phénomène qu'on connaît tous, effectivement. Sinon, toujours l'immigration, voilà aussi les mammifères, les antilopes, effectivement, là aussi, toujours les antilopes, hein, dans les savanes. J'espère que vous regardez les deux commentaires, effectivement, voilà, notamment en Afrique, effectivement, vous avez beaucoup d'antilopes qui migrent entre une zone au nord et une zone au sud à travers ce qu'on appelle des corridors, des couloirs bien déterminés qu'ils traversent chaque année, effectivement. La mise bas suffit toujours, la naissance des jeunes, c'est toujours dans des conditions favorables et des mauvaises conditions, l'hiver difficile, c'est dans d'autres zones. Voilà, donc toujours migration en aller-retour dans la même aire de répartition. Ça va? Excellent. Mais une migration très spectaculaire, je vais la passer rapidement. Hein? Rapidement, là c'est encore les crabes. Vraiment une migration très très spectaculaire. Les crabes marins, voilà, les crabes donc, qui vivent en mer, les crabes, effectivement une espèce de crabe marine, effectivement, et effectue une migration. Normalement, ils passent des conditions difficiles en forêt et la reproduction dans la mer. La mer est obligatoire pour la reproduction, ce qui fait qu'il y a toujours une migration entre la forêt et la mer. Ben là, effectivement, on va suivre effectivement là, votre population de crabes, effectivement. Maintenant, avec l'approche des conditions de la reproduction, ils se préparent pour la migration de la forêt vers la mer. Après la reproduction, voilà, développement du jeune, le retour à la forêt. Voilà, aller-retour entre une zone, voilà, de refuge qui est la forêt et une zone de reproduction qui est la mer. Voilà, donc voilà, départ, effectivement, point de départ, voilà, donc départ de la forêt, voilà, tous les individus de crabes se dirigent vers la mer, voilà, voilà, c'est incroyable, c'est une migration très très spectaculaire, hein, et qui s'effectue chaque année, toujours là, voilà, ils traversent tous les obstacles qui se trouvent devant ces crabes, ils essaient de les franchir, le but c'est quoi, c'est d'arriver à la mer, effectivement, voilà. Toujours ces crabes, voilà, ben voilà, on voit déjà le sable, voilà, là effectivement, étant donné cette immigration qui est connue, qui a des dates prescrites ici chaque année, ben, les autorités australiennes ici, normalement, afin d'éviter donc l'écrasement et la mort des animaux, voilà, parfois, et voilà, mettre des barrières pour éviter la circulation des gens en attendant que les crabes arrivent à leur destination. Voilà, road closed, voilà, route barrée, hein. Red crab migration, ok, voilà, no entered by vehicle beyond one, pas d'entrée de véhicule au-delà de ce point, voilà, laissons à l'entendre le temps des crabes arriver à la mer, effectivement. Et voilà, ici, on voit déjà un pont, voilà, généralement vers la mer, toutes les rivières arrivent vers la mer, normalement il y a des ponts, voilà, le crabe donc, qui traverse ce pont, elles vont arriver enfin à la mer. Elles sont là, voilà, c'est le bonheur, allez-y, la reproduction, la pérennité de l'espèce. Après la reproduction, le développement des jeunes, hein, après le développement des jeunes, le même transept, hein, le retour vers la forêt. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans l'immigration, bien la migration. Aller-retour entre deux zones de conditions différentes. Zone de reproduction et zone de refuge, au sein de la même aire géographique, j'insiste, la même aire géographique s'il vous plaît. Ok? Très bien. Voilà donc pour ce qui est donc de l'immigration. Immigration, bien la migration. Deuxième mécanisme de dispersion, cette fois-ci c'est immigration. Ben, cette fois-ci c'est rien à voir, attention. C'est rien à voir en orthographe et en contenu. Vous voyez? Ben, l'immigration cette fois-ci, ben, vous avez votre population, voilà, qui vit ici, effectivement, voilà, dans des patchs, effectivement, hein, dans des patchs, et d'un seul coup, vous avez une partie de la population qui s'isole, qui migre, mais d'une façon irréversible. Ils ne retrouvent pas la population initiale. Donc, ils quittent définitivement la population. Une partie de votre population quitte la population mère pour s'installer ailleurs, ici.
s'installer ailleurs. Voilà. Donc effectivement, c'est un fragment de la population qu'on appelle un propagule. Voilà, le propagule, c'est le fragment qui est parti, voilà, et qui s'installe ailleurs, hors aire, voilà, de répartition initiale. Voilà. Avec le temps, normalement, hein, avec le temps, et si jamais il n'y a plus d'échange d'individus, et si jamais une barrière s'installe ici, hein, à long terme, par exemple une rivière, une autoroute, érection de montagne, on ne sait rien, si jamais une barrière s'installe ici, hein, les individus du propagule et les individus de la population initiale vont perdre de contact, ne vont plus échanger de gènes, ne vont pas se reproduire entre eux. Ouais. Avec le temps, le matériel génétique va changer. Il y a des matériels génétiques acquis par cette population, ben, ce propagule sera différent du matériel génétique de la population initiale. Dans ce qu'on appelle là. Par contre, si deux individus de population ayant un matériel génétique différent ne sont plus la même espèce. Là, on parle alors d'une nouvelle espèce. C'est ce qu'on appelle la spéciation. Vous voyez? Voilà. Attention. Donc là, vous avez une partie de la population qui est partie d'une façon définitive. Avec le temps, plus de contact avec la population initiale. Voilà. Avec le temps, évolution de matériel génétique. Voilà. On ne parle plus de la même espèce, mais d'une nouvelle espèce ici avec un nouveau matériel génétique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la spéciation. Donc, attention, l'immigration est à l'origine de la création d'une nouvelle espèce qu'on appelle la spéciation tout simplement. Voilà. Donc, en fait, là, au début, ce fragment qui a quitté la population, donc il a essayé d'étendre la zone, mais avec le temps, voilà, il ne fait plus partie de cette population et par conséquent, nous avons affaire à des barrières géographiques qui ont donc limité l'échange avec la population initiale et on parle de spéciation. Ça va? Attention, l'immigration est à l'origine de la spéciation. Comment? Voilà, vous avez donc une partie de la population qui part sans y revenir, qui part une fois pour toutes. Voilà. C'est quoi la spéciation? C'est une définition à connaître. C'est très intéressant pour vous. C'est très intéressant comme définition. Voilà. Séparation. Voilà. Bien, isolement, comme vous voulez, d'un groupe d'individus d'une même population en une entité, bien une sous-population qui est indépendante avec le temps. Après installation d'une barrière géographique, bien sûr. Qui ne peut plus donc se recroiser, plus d'échange de matériel génétique suite à une mutation. Qui a donné donc un nouveau pot génétique, un nouveau matériel génétique et donc une nouvelle espèce. C'est la spéciation. Je vous remercie pour aujourd'hui.